Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Le Fonds monétaire international met à nu la gestion du régime défunt. Une mission du FMI qui séjourne dans notre pays s'est prononcée ce vendredi sur la situation économique du Bénin. Vers la révision de la convention collective applicable au personnel des médias au Bénin, les acteurs de la presse se sont appesantis ce vendredi sur cette éventualité. La journée mondiale de lutte contre la désertification sur fond de mobilisation générale pour la protection de la planète, les réflexions sont orientées vers une synergie d'action en faveur de la Terre. Merci de votre fidélité. Le président de la République a effectué ce vendredi une visite sur le site de production de la Sucobé, l'ex-société sucrière de Savè. Sur place, le président de la République, Patrice Talon, a eu des échanges avec l'équipe dirigeante chinoise, de même que le personnel de cette société mise en concession depuis 2003. L'objectif de cette visite est de désamorcer la crise latente qui paralyse l'essor de cette entreprise. Les détails avec Renaud Akapo dans nos prochaines éditions. Le nouveau gouvernement donc a hérité d'une situation macroéconomique et de trésorerie difficile à sa prise de fonction en avril 2016. C'est la conclusion d'une mission du FMI qui séjourne au Bénin depuis le 6 juin dernier. Alors elle est venue, cette mission, à la demande du gouvernement, discuter avec les nouvelles autorités sur un éventuel programme économique triennal soutenu par le Fonds monétaire international. La mission du FMI a livré ses résultats ce vendredi au ministère de l'économie et des finances au cours d'une conférence de presse. Monique Toron, Ibrahim Lavani. La mission du Fonds monétaire international en séjour au Bénin depuis 2 semaines est formelle. Il y a eu une gestion peu orthodoxe des finances publiques sous le régime défunt en fin de mandat. Nous avons observé une surexécution des dépenses très significative qui a créé une dynamique de la dette qui est clairement non soutenable. Mais aussi dans le 4e trimestre de 2015 et le 1er trimestre de 2016, le gouvernement a signé des projets hors budget à hauteur environ 24% de PIB, gérés d'une manière qui soulève des préoccupations graves en ce qui concerne la gouvernance et les qualités de ces projets. Le nouveau régime a aussitôt pris la mesure de la situation, explique le ministre des Finances. Toute une batterie d'actions visant à réduire le taux d'endettement et à relancer l'économie béninoise est donc mise en œuvre depuis la prise officielle de pouvoir en avril 2016. Dès le premier conseil des ministres, nous avons décidé d'annuler des marchés conclus dans des conditions pas transparentes à des taux inexplicables. Donc le gouvernement a pris la responsabilité d'annuler pour plus de 1000 milliards de projets, représentant, comme le Fonds monétaire l'a dit tout à l'heure, 24% à peu près du PIB. Donc il était urgent de réfléchir à des moyens de financer notre économie sans aggraver notre situation d'endettement. La mission du FMI apprécie donc les réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon pour une bonne gestion des finances publiques. Ces mesures sont très encouragées parce qu'ils ont vraiment la capacité d'améliorer la qualité des dépenses dans la future. Les lois de finances rectificatives de 2016 reflètent la volonté du gouvernement de corriger ce développement qui ont causé une dynamique de la dette non durable. C'est une première étape très importante pour justifier un programme avec le FMI. Une deuxième mission du FMI au Bénin est prévue en septembre prochain pour finaliser les négociations sur un programme de facilité élargie de crédit soutenu par l'institution monétaire internationale.
Et puis le ministre de l'économie et des finances a profité de cette séance avec le Fonds monétaire international pour évoquer la question du projet de loi de finances rectificative 2016. Il sera bientôt transmis à l'Assemblée nationale pour l'étude des votes. On écoute Romy Adouadani sur les grandes lignes de ce projet de collectif budgétaire au micro de Monique Toron et d'Ibrahim Lawani. Les grandes lignes sont simples. C'est-à-dire que quand vous prenez un budget au 6 avril, pour lequel sur plusieurs lignes, il y a déjà eu des dépassements, comme on l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez plus que prendre des mesures pour essayer de redresser la barre. Donc c'est un budget qui essaie de réduire en fait la tendance de dépassement de budget sur un certain nombre de lignes de dépenses. Un budget aussi qui fait une revue, on va dire, détaillée de nos capacités à percevoir les recettes prévues au budget. C'est un budget qui a le courage de renoncer tout de suite à un certain nombre de recettes de façon immédiate pour que dès 2017 et 2018, nous ayons beaucoup plus de recettes que nous avons actuellement sur ces lignes. Donc en gros, au niveau des dépenses, une orthodoxie de la gestion de nos deniers. Au niveau des recettes, c'est mieux analyser ce qu'on peut vraiment recevoir et caler nos dépenses en fonction de ça. Le plus important, c'est pas tout de suite, c'est faire les bonnes choses pour que demain, justement, le taux de pauvreté dont on parle puisse être significativement réduit. Formation des cadres de l'administration territoriale en passation de marché public. L'événement s'est déroulé cette semaine à Bomey-Canavi avec pour principale thématique la préparation des dossiers d'appel d'offres pour fournitures et travaux. Cette formation découle d'un projet financé par le PSDCC et vise à améliorer la gouvernance locale. Patrick Bénon, Ibrahim Lawani. Depuis 2015, le projet de service décentralisé conduit par les communautés, PSDCC, s'emploie à outiller l'administration locale béninoise en matière de passation de marchés publics. Tout est donc parti de plusieurs constats pas reluisants. Il avait été remarqué lors d'une évaluation que nous avons commanditée au démarrage du projet sur l'évaluation des capacités des communes à passer les marchés, que la plupart des communes disposaient de très peu de capacités à bien passer les marchés. En 2015, le projet avait commandité un audit des marchés passés par l'ensemble des communes sur financement du projet. Et à l'issue de cet audit, nous nous sommes rendus compte que pratiquement près de 92% des marchés échantillonnés étaient déclarés non conformes aux procédures. Le PSDCC s'appuie donc sur le CEFAL, Centre de formation pour l'administration locale, pour renforcer les capacités des membres des organes communaux de passation et de contrôle des marchés publics. L'objectif à terme est de promouvoir la bonne gouvernance au niveau des collectivités locales. Vous savez, au niveau des communes, au niveau de l'État même dessus, la majeure partie du budget, n'est-ce pas, passe par les marchés publics. Et donc il y a un fort risque que lorsqu'il y a mauvaise gouvernance au niveau des marchés publics, il y a aussi mauvaise gouvernance au niveau de la gestion de nos communes. Or, l'objectif de la décentralisation, c'est de faire en sorte que l'essence même du développement provienne des collectivités locales et non du RAU. Les communes constituent les leviers privilégiés du développement national. Il importe donc de renforcer les capacités des élus et agents communaux, principaux acteurs des collectivités territoriales. Cette session de formation se tient sur toute l'étendue du territoire national. Jusqu'en 2017, les cadres de l'administration locale seront encadrés par le PSDCC sur la question des marchés publics. Le phénomène de la corruption est toujours d'actualité au Bénin. Cette pratique a fait l'objet d'une recherche qui a abouti à la publication d'un ouvrage de plus de 300 pages pour faire le point sur la corruption en tenant compte de certains concepts tels que la manifestation, la signification, source et approche de solutions. Eh bien, c'était hier que les chercheurs de l'université concernés par le projet ont jugé bon de procéder au lancement de l'ouvrage. Marie-Louise Perrin pour le reportage. Réalisé par le projet ELIJUC, entendez études linguistiques et juridiques de la corruption, le livre intitulé Corruption au Bénin, manifestation, signification, source
et approche de solutions est rédigé grâce à la sélection de la deuxième phase du programme Fonds compétitif de recherche de l'Université d'Abomey-Calavi. Pour aboutir à ce résultat, la vingtaine de chercheurs a recueilli des informations concernant les terminologies utilisées en langue nationale pour désigner la corruption. L'objectif en écrivant ce livre, c'est d'apporter des approches novatrices qui n'ont pas été précédemment abordées par les autres acteurs. Les autres acteurs, il faut le diagnostic, ils exposent les problèmes et puis ils essaient d'apporter quelques solutions de contournement et de règlement d'un certain nombre d'actes de corruption. Ici, nous avons voulu partir des faits par rapport à nos réalités socio-culturelles. Essayer de voir quelles sont les terminologies utilisées pour parler des faits de corruption et comment faire pour éviter cela. Elle traverse toutes les hiérarchies, les milieux publics, privés et traditionnels. Certaines constructions métaphoriques dans nos langages intègrent également dans la mémoire collective la corruption comme une pratique normale ou admise. Nous sommes des maïmbawa. C'est pour dire rien n'est gratuit. Zedlan Waï Mosso, jeter, c'est ramasser. Alors tata monotonpo, on ne saurait masser une bosse en ayant les mains vides. Ce livre, édité depuis 2015 par le Laboratoire de dynamique des langues et cultures de Calavi, vient sensibiliser les lecteurs sur les expressions de qualification des actes de la corruption afin de faciliter l'éradication de ce fléau qui freine le développement du Bénin. Les professionnels des médias réfléchissent sur la révision de la convention collective applicable au personnel de la presse en République du Bénin. Ils ont organisé ce vendredi un atelier de discussion à cet effet. Les travaux ont eu lieu à la Maison des médias à Cotonou. Voyons le reportage d'Aurélie Sauton et de Calvador Aonou. Il est urgent que l'État même, au plan supérieur, puisse améliorer l'environnement économique pour que les patrons disposent des moyens nécessaires en vue d'offrir aux professionnels des médias des conditions de vie et de travail meilleures. Voilà le plaidoyer qui réunit pendant 48 heures l'Union des professionnels des médias du Bénin, le Conseil national du patronat de l'audiovisuel et l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Il s'agit de l'ouverture des négociations de la révision de la convention collective. Nous avons souhaité qu'on puisse enfin revoir les salaires qui sont contenus dans la convention collective. Nous avons également dans notre lettre souhaité que le patronat puisse accepter qu'on discute sur les clarifications conceptuelles. C'est-à-dire que quand vous lisez la convention collective, tantôt vous voyez professionnel des médias, tantôt vous voyez personnel de la presse, tantôt vous voyez agent de la presse. Donc finalement, on ne sait pas de qui le document parle. Nous avons souhaité qu'on puisse profiter de la révision pour pouvoir améliorer ces concepts-là. Selon l'article 5 du Code de déontologie, le journaliste ne doit jouir que de son salaire. Mais la convention collective n'offre pas des conditions satisfaisantes aux professionnels des médias. Pour le patronat, ce plaidoyer est tout à fait fondé. Le patronat comprend que l'UPMB peut dénoncer et que nous devons aller aux négociations. Parce que nous ne pouvons pas, en tant qu'employeur, payer encore des salaires de 28 000, de 30 000 aujourd'hui, alors que le SMIC dépasse déjà 40 000. Mais le patronat continue de poser les conditions pour la révision. Parce que l'UPMB a commandité une étude récemment, j'ai participé à la restitution, et nous savons sur le terrain combien sont ces patrons qui ont le courage donc de mettre en application le peu qui est contenu ici. Mais quelqu'un qui est déjà incapable de payer un salaire de 60 000 francs à un journaliste, niveau licence maîtrise, ne lui demandez pas de payer 200 000. Maintenant, il y a la mauvaise foi de certains qui ont peut-être les ressources pour le faire, mais qui ne veulent pas payer. Le présent atelier a été rendu possible grâce à OSIWA, Open Society for West Africa, une lueur d'espoir pour assainir davantage le métier de journaliste. Toute peine mérite récompense, dit-on. Alors, plusieurs cadres de l'administration publique viennent d'être distingués pour leur travail. C'était hier à la grande chancellerie à Cotonou. Rodemond Tchakpe, Mesme Adissa. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite du Bénin. Au total, 34 cadres de l'administration publique béninoise ont été distingués dans l'ordre national du Bénin, l'ordre du mérite du Bénin et l'ordre du mérite social. Parmi eux, Marcel Tchobo,
Journaliste émérite de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, actuel conseiller technique du ministre de la Communication, par ailleurs accrédité en février 1990 pour la couverture médiatique des travaux de la conférence nationale. Je suis heureux. Heureux parce que cette nomination dans l'ordre national est une reconnaissance nationale. Reconnaissance nationale pour le mérite du petit agent que je suis, du petit agent qui, inlassablement, depuis pratiquement 30 ans, travaille pour l'administration publique, travaille pour la République du Bénin. Et aujourd'hui, cela a été comblé par cette nomination. Tous les récipiendaires ici présents ont positivement marqué leur supérieur hiérarchique avant de mériter leurs distinctions respectives. Je félicite tous ceux qui sont là parce qu'ils ont mérité d'être là. Nous devons considérer la cérémonie de ce jour non comme une fin en soi, mais plutôt le début d'une nouvelle aventure, celle qui doit nous conduire vers d'autres distinctions plus honorables encore que la présente. Distingué dans un ordre national, chaque récipiendaire a désormais des obligations sociales d'exemplarité. Une trentaine de chefs de division et de section du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi viennent de recevoir une formation sur les techniques de rédaction administrative. Il s'agit pour les responsables du cours UAC de renforcer leur capacité dans l'élaboration des dits documents administratifs. Alain de Suevo, Calvador Aron. Après les membres du comité de direction du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, cours UAC, c'est aujourd'hui le tour des chefs de division et de section de cette direction de recevoir cette formation de mise à niveau. Un renforcement de capacité sur les techniques de rédaction administrative et ce, en partenariat avec le Centre de perfectionnement et d'assistance en gestion CEPAG. Le souci aujourd'hui de nos responsables, c'est de faire en sorte que nous ayons une administration de développement. Et cela n'est pas possible lorsque nous n'avons pas une formation de qualité. Rassurez-vous, cette formation qui va nous réunir pendant 48 heures sera de bonne qualité. En réalité, c'est une mise à niveau de nos connaissances en matière de rédaction administrative. Nous le faisons conformément au plan de formation du cours AC. Et ceci est d'autant plus important, monsieur le directeur adjoint de cabinet, dans le contexte actuel où la performance est la base de toute confiance. En procédant à l'ouverture de cette formation, le directeur adjoint de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné l'importance d'une telle formation pour les agents du cours UAC à divers niveaux. Il ne s'agit pas d'une formalité à remplir, mais plutôt qu'il s'agisse là d'une opportunité à saisir pour améliorer la qualité de leur écrit en matière de rédaction administrative à travers les modules qui seront développés durant ces 2 jours de formation. Il me plaît à nouveau d'exhorter les bénéficiaires de la présente session de formation à une franche et sincère participation pour que les objectifs susvisés soient atteints. Il sera question pendant ces 2 jours de formation des communications sur les techniques d'élaboration des documents administratifs, entre autres les documents à caractère épistolaire, de transmission, d'information interne et d'études, sans oublier les documents d'instruction et d'injonction. La communauté internationale célèbre ce vendredi la journée de lutte contre la désertification. Une mobilisation générale s'impose au regard des menaces du phénomène sur l'espèce humaine, d'où le thème « Protégeons la planète, restaurons les terres, mobilisons-nous ». Le ministre du Cadre de vie était face à la presse à cette occasion ce vendredi. Au Bénin, les 8 zones agroécologiques sont touchées par la dégradation des sols, mais à des degrés divers. Au total, plus de 62% des terres sont dégradées. Le Bénin est là en plein dans la désertification. Les conséquences du phénomène sont nombreuses et il y a nécessité d'agir. Dans la région méridionale, on ne se rend pas toujours compte, mais le problème de l'eau, de l'accès à l'eau pour avoir une agriculture durable se pose déjà. De la déforestation, les tempêtes de sable, les inondations, tout ça, ce sont des conséquences de ce que nous subissons. Et ça augmente également nos émissions de gaz à effet de serre. Plus nous dégradons,
plus nous serons un pays ou un État qui s'appauvrit, parce que à la base, nous serons dans la situation et dans l'incapacité de produire et de nourrir nos populations. Donc, protéger les terres aujourd'hui, restaurer les terres, c'est assurer notre autosuffisance alimentaire. La célébration de cette 22e édition de la Journée mondiale de lutte contre la désertification appelle à la mise en œuvre d'actions concrètes. L'urgence, l'atteinte des objectifs du développement durable. Aujourd'hui, s'attaquer à la désertification est crucial pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces objectifs nous permettent aujourd'hui de faire valoriser la Convention de lutte contre la désertification, surtout l'objectif 15 et la cible 3 qui met l'emphase sur la neutralité de la dégradation des terres. Nous sommes dans ce processus, le Bénin s'y est engagé. Plusieurs partenaires dont la GIZ soutiennent le Bénin dans ses efforts. Le plan d'action de lutte contre la désertification a été adopté par le Bénin depuis 2004. Tout est fin prêt pour le baccalauréat session 2016. C'est une assurance donnée par le directeur de l'Office du baccalauréat. Le ministre de l'Enseignement supérieur était dans ses locaux pour s'enquérir du niveau de préparation de cet examen. Reportage. Marie-Odile Atanasso en séance de travail à la direction de l'Office du baccalauréat. La démarche vise à s'assurer des conditions dans lesquelles les 115 322 candidats vont composer dès lundi prochain dans tout le Bénin. Tout est fin prêt, Madame la Ministre. Les travaux confidentiels se sont déroulés dans la plus grande confidentialité. Il s'agit des épreuves très sensibles et le convoyage par les cantines et dans une atmosphère sécurisée est déjà fait. Des comptes rendus que j'ai reçus, tout s'est bien passé sur le terrain. Les cantines sont arrivées à bon port et sécurisées. Ils seront 107 696 candidats au niveau de l'enseignement général, 7 454 pour l'enseignement technique et 172 pour l'enseignement professionnel. Je peux rassurer la population et tous les membres de correction, de supervision et les candidats et les candidates que tout se passe très bien, que le bac 2016 se passera sans difficulté parce que nous avons l'assurance que les candidats ont été bien formés et que les dispositions ont été bien prises pour que le bac, l'examen national, qui est le bac, qui est le premier diplôme universitaire, puisse bien se passer. Connaissant parfaitement la maison, la ministre rassure ses collègues. Je suis rassurée que je suis avec des collègues que je connais et que tous ceux qui ont été retenus comme superviseurs des centres sont des gens de qualité et que je peux vraiment compter sur vous. Le gouvernement du président a pris toutes les dispositions au niveau des ressources financières pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des corrections, au niveau de la supervision par rapport à ceux qui vont prendre en charge les différentes tâches à faire au cours de l'examen. Le nombre de candidats est en légère baisse par rapport à l'année dernière et 3 nouveaux centres de composition ont été créés. Le collège catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi, le CEG2 de Natitengu et le CEG Zapota. Le service programme TV est lié au service informatique et réseau, par l'usage direct d'ordinateurs aux multiples fonctions. Alors quelle différence peut-on faire entre tous ces utilisateurs de PC, de souris et de clavier? Élément de réponse dans cet épisode de la série Les Hommes de l'ombre de l'ORTB. Patrick Diosso. Scotché à un écran pour corriger des reportages déjà montés par les journalistes ou alors collé presque à un reporter pour lui faire rectifier des images surexposées et ou des sons saturés. On l'appelle monteur. Souris en main, clavier sous les doigts, casque vissé aux oreilles. Comme l'infographiste, il est un artiste audiovisuel. Le montage, c'est un art. Et si tu es passionné de ton métier, je pense que tu arrives à surmonter les difficultés. Les difficultés, il y en a dans tout corps de métier.
Les difficultés sont des obstacles que le bon monteur escalade pour cueillir un bon produit fini. Quand les journalistes ou les réalisateurs, quand ils vont sur le terrain, ce n'est pas tout ce qui revient du tournage qu'on doit projeter aux téléspectateurs. Non seulement on s'occupe des images, mais également du son. Ordinateur, outil de travail chez le monteur. Ordinateur, outil travaillé chez l'informaticien. Le service informatique et multimédia qui œuvre à travers tout l'office compte 3 divisions. La maintenance informatique. Nous travaillons sur les ordinateurs, les serveurs de diffusion, les bancs de montage, même les PC de bureau. Donc si les collègues ont des problèmes, ils nous font signe et nous allons sur le terrain voir si sur place on peut dépanner l'ordinateur ou pas, ou bien on déplace l'ordinateur au bureau. Le réseau visité chaque matin. Un problème de réseau, d'internet ou d'intranet qui est en dysfonctionnement, je les règle. Dans le cas échéant, j'attends l'arrivée des autres collègues pour qu'ensemble on puisse voir comment on peut apporter des solutions à ces dysfonctionnements-là. Les multimédias qui rejoignent le réseau pour surveiller le signal. Dans la retransmission en direct, au service informatique, le matériel que nous utilisons, c'est le Streambox. Ça permet d'envoyer le signal du lieu de l'événement vers la télévision où il sera diffusé. Et la diffusion passe par le service de la transmission qui sera notre hôte dans les heures qui viennent. Pour le moment, les souris travaillent jour et nuit sans peur des chats. Richard Quenom, producteur, éditeur et distributeur décédé le 21 mai dernier, a été conduit hier à sa dernière demeure. Alors, il a reçu des hommages des acteurs du monde artistique et culturel. C'était à travers une cérémonie d'adieu qui a eu lieu au Hall des Arts de Cotonou. Aurélie Sauton. Richard Quenom reçoit les derniers hommages des acteurs culturels. Décédé à l'âge de 54 ans, ce grand artiste, producteur, distributeur et éditeur d'œuvres phonographiques aura marqué parents et amis par son sens de conciliabule et son savoir-faire. Son ouverture d'esprit, qui était une de ses qualités, lui permettait notamment d'apporter aux autres sa contribution de par ce qu'il savait faire de mieux. Surtout les belles actions accomplies par le courage sans espoir de récompense. Nous célébrons aujourd'hui une énorme perte. Papa était un rassembleur. C'est-à-dire, même quand il voit que la situation est difficile et compliquée et que tout le monde est divisé, il crée une opportunité, il crée une occasion pour qu'il y ait réconciliation. Dieu dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Nul ne sait lorsque le Père Céleste va l'appeler. Des différents témoignages, l'on retient que le vide laissé par Richard Quenom sera difficilement comblé. C'est un baobab qui est tombé. C'est une perte inestimable pour la communauté des musiciens du Bénin, mais aussi pour tous les acteurs culturels du pays. Même si la douleur est vive, le ministre me demande de vous dire qu'il nous reste l'espoir. Il nous reste l'espoir. Et cette espérance, nous le tenons du fait que ce qui est perdu doit se retrouver. La mort, aussi cruelle que soit-elle, reste un passage vers la renaissance. Cette cérémonie aura permis de célébrer la mémoire de l'illustre disparu. Il sera inhumé au cimetière de Sommet, laissant derrière lui une veuve et 3 orphelins. Valère Glélé Kakaï, distingué pour ses nombreuses contributions en faveur du sport et surtout du football béninois, c'était hier à Cotonou, au niveau de l'université Obiang-Nguema Mbazogo. Reportage. C'est en présence d'un parterre de personnalités et amis que le professeur Valère Glélé Kakaï est élevé au grade de commandeur de l'ordre national pour avoir apporté sa pierre à la construction du Bénin. Par votre promotion dans l'ordre national du Bénin, vous constituez davantage pour plusieurs de nos concitoyens un modèle de parents courageux et exemplaires, un cadre compétent, un homme d'affaires valeureux, un porteur de projets viables pour les communautés rurales. Un homme à suivre tout simplement. Ce sont ces qualités que la nation salue aujourd'hui
et aimerait retrouver ceci en chaque citoyen béninois. Cette distinction honorifique rehausse le récipiendaire. C'est avec un immense plaisir et une grande joie que je reçois cet honneur qui m'est fait à travers mon admission dans l'ordre national du Bénin au grade de commandeur. Je vous en sais infiniment gré. Je m'engage à poursuivre mes efforts pour apporter ma pierre à l'édification de notre nation dans les domaines de l'éducation, du social. Ceci nous permettra de léguer à la postérité une nation bien bâtie, ainsi que des valeurs comme le travail et la solidarité pour héritage. L'heureux récipiendaire, en dehors de l'enseignement, est impliqué dans les activités sportives, notamment dans le football. Il a été président de club de 2013 à 2016 et président de la Ligue professionnelle de football. À l'étranger, maintenant, affaire déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire par le cargo Probo Koala. On en parle encore. 10 ans après, les faits des associations de victimes ont salué jeudi dernier une décision de justice à Londres condamnant le cabinet Lydey à leur restituer l'indemnisation. Reportage. La Haute Cour de justice de Londres ordonne au cabinet Lydey de dédommager les 4 752 victimes qui ont été privées de leur compensation suite au jugement de l'affaire du Probo Koala. Une décision que les associations de victimes accueillent à Abidjan avec beaucoup de satisfaction. Je suis très heureux ce soir et je souhaite que ce tel acte continue pour que justice soit faite. Pour rappel, les victimes avaient déposé une plainte en août 2014 auprès de la Haute Cour de justice de Londres contre Lydey, ce cabinet qui était en charge de la transaction financière selon l'accord d'indemnisation signé en 2009 à Londres avec la multinationale Trafigura. Chaque plaignant devra recevoir en principe 750 000 francs CFA conformément aux termes de l'accord. Ça peut être une réparation, nous avons l'argent, nous pouvons nous soigner. Alors nous sommes très ravis, nous sommes très malades. Moi-même qui suis là, je suis toi-même malade. Donc cet argent pourra me permettre de me soigner. Nous attendons que le juge donne les montants et nous croyons que le cabinet Lydey sera condamné également à payer les intérêts sur les 7 ans. Et en ce moment-là, nous allons nous concentrer sur la grande majeure des victimes qui se bat contre Trafigura à Amsterdam. Une nouvelle date d'audience sera fixée pour l'évaluation du montant des dommages et intérêts. Elle devrait se tenir courant octobre 2016, selon les associations des victimes. Trafigura était l'affréteur du cargo Probo Koala, dont le déversement de résidus toxiques en août 2006 avait causé, selon la justice ivoirienne, la mort de 17 personnes et des milliers d'intoxications. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Jérôme Mbor pour le JT Soir. Merci et à demain.